Bien, bonsoir. Donc, c'est Corinne et je vais vous présenter l'atelier du nano-revêtement. Donc, ça rentre dans l'ensemble de la création du réacteur. On a besoin de nanomatériaux, de cuivre notamment, nano-coté, pour créer les gonces, déjà d'une part. Alors, je vais partager l'écran. Ok. Ok. Voilà, tout le monde a l'image, ça va? Ouais, c'est bon. Le son et tout est correct. Donc, cet atelier va se faire sur 2 jours. Il va y avoir une première phase aujourd'hui, donc de bain directement dans la soude. Demain, ça sera plus dans la vapeur, le hammam. Et peut-être, je voulais demander à Jean-Jacques si c'est possible pour polariser avec le voltmètre, peut-être samedi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Jacques, s'il y aura possibilité ou pas. Ou bien je vous l'expliquerai demain et je vous laisserai faire seul. Ouais, je pense que c'est bien que tu l'expliques demain. Ok. Donc, on ne peut pas attaquer l'atelier sans faire un petit rappel sur le nanocoating. J'ai choisi cette vidéo parce qu'elle me parle bien, parce que je la trouve bien. C'est une vidéo de la Fondation que je vais vous expliquer à ma manière. Donc, si vous voulez laisser les micros ouverts, si vous voulez que ce soit interactif, on peut échanger. J'ai fait ça un peu sous forme de questions. Donc, quand on est vraiment dans la matière physique, le solide, le liquide, le gaz, pour passer d'un état de matière à un autre état, on va jouer soit sur la température, soit sur la pression. Donc, pour passer de la glace à l'eau, on va chauffer. Après, le gaz, on peut chauffer encore un peu plus. Et pour passer du gaz après au liquide, on peut comprimer, un peu comme dans les bouteilles de gaz. Hein, vous voyez, les liquides bouteilles. Donc ça, c'est l'environnement qui permet à la matière physique de passer de l'un état à un autre état. C'est la température ou la pression. Ensuite, on va se poser la question, dans quel environnement on passe d'un état physique de la matière à un état monoatomique. Monoatomique, hein, c'est séparer les atomes un à un pour en faire des monocouches, des nanocouches. Nanocouches magraves. Alors, si quelqu'un passer sur les... On va modifier le champ en fait. On va modifier le champ magnétique et le champ gravitationnel des atomes qui sont collés dans la matière. On va les modifier par des modifications sur les champs magnétiques et gravitationnels. Je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc la nanocouche en haut, les atomes sont séparés, hein, comme on peut voir là sur le dessin. Dans la matière, c'est vraiment plus compact, plus rapproché. Ils ne se touchent pas réellement, mais on peut dire qu'ils se touchent, quoi. Enfin,
pour avoir une vision un peu plus claire, plus facile. Alors, dans quel environnement on va pouvoir nanocoter le cuivre et par quel procédé? Donc, le procédé, c'est le nanocoating. Et pour qu'un nanocoating se fasse, pour arriver à décrocher ces atomes, à les éloigner un petit peu de cette matière physique, on va avoir besoin d'eau, de H2O, de l'eau bouillante, bien sûr, qu'on va verser sur du NaOH. En septembre, on a rajouté un peu de KOH. Donc, c'est dans cet environnement caustique qu'on va permettre aux atomes, à travers les champs magnétiques et gravitationnels, de se détacher et de créer nos couches. Donc, vous voyez, en haut, c'est l'environnement caustique. On voit les petits dessins. En bas, c'est l'état matière. Et donc, comment ces espaces vont se créer dans cet environnement? Ils vont se créer à travers des champs magnétiques et gravitationnels. Donc, on peut voir là qu'ils ne sont pas libres, ils sont quand même reliés à la matière physique. C'est des atomes qui vont être séparés, mais qui vont être quand même à travers leur champ reliés réellement à cette matière physique. Et en fait, ils restent reliés parce qu'ils changent de polarité et du coup, ils sont attirés par les cuivres. C'est ça, ils restent reliés en eux. Ça va être un placement, une constitution qui va se faire en fait, un agencement, un alignement qui va se faire par rapport au champ magrav de la matière physique, des champs, et de chaque atome eux-mêmes qu'ils vont émettre et ils vont garder, un peu comme les planètes, on peut voir ça comme les planètes. Elles tiennent en fait toutes les unes à distance par rapport aux autres grâce à ces champs. Donc c'est un petit peu la même chose que l'on retrouve dans la matière. Peut-être même un peu comme chacun d'entre nous. Des fois on se rapproche, des fois on s'éloigne. Ça me fait penser un peu à ce jeu de connexion. Donc c'est intéressant de bien observer ça parce que ça parle tout seul en fait. Cette vidéo et je la trouve magnifique. Donc la matière physique, on a vu tout à l'heure, donc c'est vraiment très très proche. Ils sont très proches l'un de l'autre, alors que dans les nanocouches, les atomes vont être séparés, plus espacés les uns des autres, et ce qui va les maintenir à distance, ça va vraiment être la force des champs en fait. Mais si vous voyez bien en bas, les champs, il y a un échange de champs également avec la matière physique. Ils échangent non seulement entre eux, mais en plus ils échangent avec la matière physique. Donc il va y avoir un échange qui va se faire vraiment du cœur de la matière physique. Il faut vraiment voir ça en trois dimensions. Du cœur de la matière physique jusqu'à la dernière couche en haut de la structure monoatomique, ou des nanocouches. Ah, mais bon sang, je suis vraiment désolée, je sais pas, j'ai un problème là. T'inquiète. Je suis vraiment... un tout petit peu plus avancé. Parce que si je vous la refais trois fois, ça risque de durer longtemps. Voilà, non, mais là, je suis désolée, excusez-moi.
Donc, on voit vraiment l'échange, ça peut même aller en prendre un, je pense que ça va le faire sur la vidéo, au milieu de la matière physique, hein. Vous voyez, tac, un champ, comme le 8 de l'infini, à l'infinity loop, et clac, il va aller se coller là-haut, il va se mettre à distance par rapport aux autres. Tout ça grâce à l'équilibre des champs, grâce aux forces des champs. Un peu comme quand on parle des différences de potentiel, ça fait bouger les choses, hein, les différences de potentiel. Les autres, vous voyez là, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, écartés se sont mis à distance, hein, dès qu'un est venu remplacer. Là, vous pouvez observer les espaces entre les nanos. Donc en bas, hein, dans la matière, ils sont bien collés quasiment les uns aux autres. Ils se tiennent à égale distance. Et dans les parties nano, vous voyez, il y a des espaces différents en fait, dû toujours à la différence de potentiel. S'il y en a un qui est plus fort, plus faible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que entre tous ces atomes, il y a interaction des champs. Et ils donnent en permanence, quoi. En permanence, il y a un échange de champs entre ces atomes. Et il y a une interaction également entre les champs. Donc, vous voyez là ce qui se passe, l'interaction entre les champs. L'interaction entre les champs va créer une autre force, hein, comme une autre entité en fait. Ah, mais là, il y a un problème, par contre, c'est pas moi là. J'ai un problème, je suis désolée. On va le faire, hein. Ça nous permet de revoir. Oui, l'interaction entre les champs, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, tac. Parce qu'il faut voir que cette interaction aussi, elle est en 3 dimensions, hein. Il y en a derrière, il y en a au-dessus, il y en a devant. Donc il y a une multitude de créations de potentiel énergétique en fait, hein, entre chaque atome dû à l'interaction de tous ces champs. De la même façon, chaque couche, entre elles, elle va avoir des espaces et des potentiels différents. Et ça va créer un spectre en fait très très large, hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Je suis désolée. C'est pareil, hein, c'était l'interaction des champs, mais entre les couches. Donc là, on voit, en fait, pourquoi la plaque est noire, parce que le spectre est tellement grand qu'il va absorber, en fait, tous les champs et que la couleur du nano va être noire, parce que tous les champs vont être absorbés, toute la lumière va être absorbée. Voilà, je ne peux plus faire un stop, hein, sur le... Je vais stopper l'image, ça... Voilà. Là, c'est la phase de polarisation, la phase où on va poser un petit courant électrique afin d'aligner, en fait, hein, d'aligner et de stabiliser.
Il y a la phase de séchage qui stabilise et le petit passage avec le voltmètre en mini-volt où on va stabiliser ces couches afin de les aligner et de les stabiliser. Ce sont des dizaines de milliers de couches nano. Là, on les voit en 3D, il faut bien vous les imaginer comme ça, c'est important. Il n'y a pas que un tapis posé comme ça sur la plaque, c'est vraiment en 3 dimensions. Là, c'est une plaque qui est bien nanocotée parce qu'elle est bien noire, elle absorbe bien tous les champs. Là, en 3 dimensions, on revoit encore cette interaction entre les champs. Vous voyez, donc c'est comme des poches, comme des enveloppes, des réceptacles à plasma. Des champs qui vont attirer, qui vont être énergie, qui vont apporter une information. Alors attention à l'intention que vous mettez aussi, parce que il est fort probable. Comme ces poches d'énergie vont attirer aussi du plasma extérieur, et suivant votre intention, vous ayez tel ou tel type de plasma dans vos couches nano. Voilà, donc désolée pour les allers-retours sur la vidéo, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux répondre. Pas de questions? Alors, partagez la vidéo. Tac. Ok. Vous me voyez entière? On voit ta petite image, juste. La petite image. Pour l'agrandir, il faut faire comme ça. Il faut arrêter le partage, je crois. Ok, merci. Je partage. Je partage l'écran, là, je pense. Ah, là, tu as partagé ton bureau. Il faut juste arrêter le partage, c'est tout. Je vais comme le pouvoir. On a fait le partage. Et voilà. Voilà, c'est nickel. Je suis entière? Oui. Oui. Alors, je vais essayer de poser l'ordinateur ici. Tac. Est-ce que vous voyez le plan de travail, la table, là ou pas? Oui, nickel. C'est bien éclairé ou faut que je rajoute un peu de lumière? Bon, c'est bien. Donc tout le monde a le matériel prévu pour l'atelier. Alors on avait dit une boîte, n'est-ce pas? Une boîte dans laquelle on va mettre la soude, les objets à nos côtés. Donc il faut confectionner une grille. La grille, il faut qu'elle remplisse le fond en fait. Vous voyez, c'est bon? Oui. Ok. Qu'elle soit pas trop épaisse, si vous voulez pas être obligé de mettre beaucoup de liquide. Donc, tout le monde a sa grille ou pas? Ce serait bien que vous ouvriez les micros, à part si vous faites trop de bruit, pour répondre, pour savoir où j'en suis. Enfin, en tout cas, je vais développer l'atelier et s'il y en a qui sont en retard, ben, vous me dites stop et je stoppe. On fait comme ça, c'est OK? OK. OK. Voilà. Donc, la grille, il faut 40 grammes de soude caustique et 10 grammes de KOH par litre. Donc, il faut calculer à peu près
s'il vous faut 1 litre, 2 litres, donc les proportions sont différentes. Donc calculez à peu près que quand vous ayez posé votre grille au premier bain, votre plaque et vos bobines trempent bien entièrement dans la soude caustique. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de tout préparer avant, parce qu'après quand le bain est fait et quand il y a la soude, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre légèrement à 1 ou 2 cm en dessous des fils électriques et vous laissez la gaine, comme ça il n'y a pas de problème avec le cuivre, de faire des petits trous sur la boîte, donc soit avec une aiguille chaude, soit en chauffant le bout de votre fil, soit avec la perceuse. Et simplement, bon, une fois qu'il est passé, vous voyez, je le tourne comme ça, tac. Je fais pareil de l'autre côté. Je tourne simplement, hein. Voilà. C'est relativement stable, ça tient bien. J'en mets 2, si j'ai plus de choses à pondre. Hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qu'il va falloir faire attention, vous le ferez tout à l'heure au perçage des grilles, c'est quand vous posiez le couvercle, pas pour ce soir, mais pour demain, que ça ne vienne pas toucher votre matériel qui sera posé sur les fils. Parce qu'après, une fois que vous aurez fait 1000 eaux et que la vapeur va se créer, si c'est bloqué, ça ne sera pas pratique. Hein. Donc, préparez bien avant. Voilà, vos fils, votre grille. Est-ce qu'on attend ou est-ce que tout le monde, c'est bon là? Donc, on poursuit, on avance. Donc, on a dit qu'on allait d'un côté une bobine et une plaque. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire ce soir. Après, si vous avez 3 plaques à mettre, 3 bobines, je vous invite à le faire. Donc, moi, j'ai décidé de faire des bobines avec un fil de 90 cm parce que ça me parle bien. On a vu que le chiffre 9, donc je prends 90 cm de fil. OK. Jusqu'à la fastoche. On coupe. Ensuite, ce qui est bien, c'est de mettre des gants. Déjà pour ne pas se blesser. Et surtout, pour ne pas abîmer le cuivre, tacher le cuivre et mettre notre ADN sur le cuivre. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si on a envie de le mettre, on sera toujours à temps de le mettre à un moment ou à l'autre. Donc, pour dénuder un fil, vous avez soit un Vocari, qu'on serre comme ça, là, en raclant. Hop. Soit on prend un cutter ou un couteau. Et pareil, donc soit on met le fil, c'est bon, vous voyez, sur une table et on tire le fil. Et ça court tout seul sur le fil. Après, on n'a plus qu'à enlever la gaine. Donc, sur des petites distances comme ça va bien. Hein. Après, il y a d'autres systèmes plus perfectionnés. Mais là, sur de la petite distance, vous voyez, vous tenez votre cutter à plat sur la table. Vous voyez bien? On n'a plus qu'à tirer. Et en règle générale, ça ne se passe pas trop mal. Il y a juste à... Ce qui fait en fait que ça se passe bien, c'est l'inclinaison du cutter. S'il est trop planté dans le cuivre, ça va abîmer votre cuivre, se planter dans le cuivre et pas glisser. S'il est trop en l'air, ça ne coupera pas la gaine. Il faut qu'il soit à la juste position. Donc après, on enlève la gaine. Tac. Donc ensuite, les bobines, tout le monde sait faire. Donc il suffit de l'entourer autour d'une tige en métal. Donc soit on fait un support pour mettre sa tige et on tourne avec une chignole, soit quand c'est des petites bobines comme ça de 1 mètre, on peut le faire à la main. Donc si on veut, pour que ce soit plus pratique, on peut faire un trou dans la tige, ça tient le fil.
peut l'écarter et le resserrer après. Donc voilà une petite bobine bien régulière, parfaite. Alors, je vous conseille de la mettre en forme tout de suite, parce qu'une fois qu'elle sera nano-cotée, si vous voulez la mettre après, vous allez abîmer vos couches de nano. Hein. Donc, on la met bien en forme tout de suite. Donc moi, ce que je fais, je retourne les bouts, hein, en fait. Hop. Voilà. Donc, sans qu'ils se touchent, mais pour qu'ils soient retournés. Pour que le flux d'énergie, en fait, ne soit pas dispersé. Hein. Il va repartir et circuler dans la bobine. Voilà. Donc après, soit vous la gardez droite, soit vous lui donnez une forme de bobine. Ça, c'est votre choix, hein. Comme vous souhaitez. Donc, je vous conseille de bien la préparer avant. Parce qu'après, vous ne pourrez plus trop y toucher. Enfin, moi, vous y toucherez après, mais ce sera. Petit conseil pareil, vous vérifiez pour demain si ça rentre sur votre fil de suspension. Là, en l'occurrence, ça ne rentre pas. Donc, je l'écarte un petit peu. Voilà, là, c'est bon. Voilà, moi, ça me convient. Je vérifie au niveau du couvert si tout va bien se passer. C'est pas mal, c'est bien. Si c'est un peu haut, j'appuie sur mon fil pour le baisser un petit peu, là. Voilà, tac. Donc là, la première bobine est faite. Donc, on va la poser dans la boîte. Ensuite, les plaques. Donc, pour ceux qui ont décidé de travailler avec les plaques de cuivre. Donc, plus vous allez prendre de la matière pure, du cuivre pur ou du zinc pur quand vous travaillez vos gants ou vos nanomatériaux, plus, pas meilleur, mais plus juste sera en fait la réalisation de ce que vous souhaitez faire. Si je souhaite faire un anneau de cuivre, s'il n'est pas 100% de cuivre, si je fais un gant de 5, c'est pas 100%, ça n'existe pas, mais si c'est pas au maximum de 5, j'aurai d'autres particules dedans et bon, je ne ferai pas exactement ce que j'avais prévu de faire. Donc la plaque de cuivre, moi je garde là le plastique, là, ça permet de la protéger. J'ai un petit fourré. Donc de la taille de mon fil que je vais passer dedans. Voilà, donc même avec les gants, je vais quand même éviter de trop mettre mes doigts dessus. Je vais vérifier pour demain, petit bout de fil encore, que mes petits crochets passeront bien dedans. C'est pareil, moi je laisse la gaine hein, dessus. Voilà, donc on peut en faire, là je peux en faire 2 avec celui-ci en fait. Tac. On vérifie sur notre boîte que tout va bien se passer demain. Ok, ce sera bon. Je peux poser une question? Je t'écoute, avec plaisir. Pour trouver une plaque de cuivre plus ou moins pure, tu l'achètes où? J'ai commandé sur Internet et j'ai pris 99, je sais plus, enfin le plus pur possible. Je
crois que c'est Adil, tu me confirmes, 99%, c'est ça, ce qu'on trouve le plus pur? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et chez Amazon, on peut trouver ça? Je pense pas. Mais Amazon, pardon, oui, Amazon, oui, bien sûr. Excuse-moi, j'étais partie sur Aromazone, je sais pas pourquoi. Non, non, Amazon, oui, 99%. Merci. avec plaisir. Peut-on avoir une idée des dimensions de la boîte ou de son volume? Oui, bien évidemment, je vais te donner ça. Alors, j'ai à l'intérieur de la boîte, j'ai 29, bon, à l'extérieur 32, quoi, tu vois à peu près, 20 de l'intérieur, 23, une hauteur à peu près de 16, peu ou prou. C'est tout, c'est bon? Oui, merci. Avec plaisir. Donc voilà, une fois que mes petits crochets. C'est important de bien. Cette étape est très importante. Je vous dis pour demain, pour ne pas abîmer votre cuivre. Hein. Et puis pour ne pas galérer. Donc pareil, je pose, je vérifie. Ok, tout se passe bien. Donc c'est bon. Voilà. Donc pour aujourd'hui, soit vous laissez les crochets, ils y seront, soit vous les enlevez, au choix. Tac. Après, donc moi je suis partie sur une base d'1 litre d'eau. Alors, quand vous travaillez la soude, donc les gants, le masque, moi j'ai un masque, ça ne se voit pas, et des lunettes, c'est ce qui est préconisé. Éventuellement, si vous pouvez voir les fenêtres, c'est bien. Voilà, pas trop de toxicité sur la vapeur, mais par contre sur les éclaboussures, ça brûle, hein, la soude. Hein. Donc si on veut être juste et respecter les proportions, on prend une balance, ok? On met son récipient, on fait sa part. Je pense que vous savez faire hein, tout ça. Donc voilà, là j'ai 0 g, même avec mon petit récipient dessus. Ok. Et donc, je vais verser mes 40 g de soude, puisque j'ai un litre. Je vais mettre ma bouilloire en route. D'ailleurs, il y a du temps. Ok. Voilà. Fermez bien, faites attention de ne pas laisser des grains de soude sur la table ou si vous en avalez un, ça peut être très dangereux. Donc je répartis ma soude caustique au fond de ma boîte. Ok. J'ai un problème avec la bouilloire qui ne chauffe pas. Ça doit le Juste faire. une chose, en attendant que la bouilloire chauffe, là, quand on va faire cette étape-là, vous allez avoir des vapeurs de soude, donc il vous faut un masque, des lunettes de protection et des gants. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler, merci. Avec plaisir. Ouais, super. Donc après, vous rajoutez, alors c'est en septembre, ça a été rajouté, du KOH. Donc c'est 10 grammes. Donc on rajoute un peu de KOH, donc 10 grammes de KOH. Pareil, vous le répartissez bien. Excuse-moi, Corinne, on pourrait voir la boîte de KOH? Non, parce que j'en ai pas. Ah, d'accord. Excuse-moi. C'est la lessive de soude, en fait. Ça, c'est les cristaux de soude
la soude caustique. Et l'autre, c'est la... Moi, j'en mets pas, personnellement. Voilà. Mais après, bon, en septembre, ça a été dit que c'était bien de rajouter. Donc, je vous le dis. Donc, puisque j'en mets pas, j'ai rajouté 10 grammes de l'autre. J'attends que ça chauffe. Alors, est-ce qu'il y a des questions en attendant? Oui, c'est Jacques, bonsoir. Le KOH, c'est quoi exactement? J'ai viens de mettre un lien dans les chats. Ah, voilà, parfait. Merci, Oli. Donc, même si vous avez une nappe, vous pouvez mettre une protection dessous. On ne sait jamais, si une fuite, ça déborde, si quelque chose qui absorbe, ça peut être bien. Ensuite, donc, on dépose au fond les bobines, les plaques. Alors, pour la plaque, j'ai ajouté 2 liens dans le chat. Merci. Et alors, ceux qui sont en train de faire l'expérience en direct, c'est bien. Donc, du temps que l'eau chauffe, je vous propose de mettre votre intention, en fait, dans ce qui va se passer. On a vu tout à l'heure qu'on va détacher, éloigner des atomes de la plaque, en fait, de la matière vraiment physique, hein, pour la faire passer en phase monoatomique, hein, ça va être un atome par un atome, comme un soleil par un soleil. Hein. Donc il va se passer des choses entre ces atomes, notamment on va créer des champs magnétiques, gravitationnels. Donc je vous invite à poser votre attention pour tout ce qui va se passer dans cette demande d'éloignement des atomes de la plaque et de tout ce qui va se créer entre ces atomes et des interactions qui vont se créer entre les champs, entre chaque atome. Parce que c'est dans ces interactions-là, le croisement des champs entre chaque atome, qui va se passer des choses et qu'on va avoir des récipients et des réceptacles à plasma. Ceux qui font partie de cette matière-là, mais aussi ils vont pouvoir absorber, ils vont pouvoir amener à eux, si vous voulez, d'autres plasmas de l'univers. D'accord? Parce qu'on a vu que c'était des champs magnétiques et gravitationnels. Donc, ils vont amener à eux d'autres plasmas. Oui, c'est Sylviane. Je pensais que les plaques ne devaient pas se toucher à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Elles ne se touchent pas, les plaques, là, tu vois? Je ne sais pas si tu vois, je ne vais pas trop basculer parce qu'il y a ma soude qui est bien. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait deux plaques. D'accord. J'ai juste mis une bobine, j'aurais pu mettre d'accord. Un stylo, tu vois. J'ai mis une bobine et une plaque, c'était pour vous faire. D'accord, vu comme ça, je voyais deux plaques, d'accord. Donc, on prépare son couvercle. Si, comme moi, vous avez des poignées ou s'il y a des trous. Alors, moi, j'ai tout simplement mis un film là qui est collé et ça suffit pour que la vapeur ne sorte pas. Si vous avez raté vos trous sur le côté, s'ils sont trop gros, un petit coup de pistolet pour bien fermer. Là, moi, ça passe juste, donc il n'y aura pas de problème, je le sais. Ou sinon, un peu de pâte à colmater. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être voilà, donc quelque chose qui ne tombe pas dedans. Donc là, on met les gants, les lunettes, le masque. Et on vide doucement, parce que ça fait quand même une réaction, hein, ça va faire de la vapeur. Donc on y va doucement et on ne met pas trop son nez au-dessus, bien évidemment. Et on a le couvercle qui est prêt après à revenir sur le... Et on est toujours dans l'intention hein, de ce qui va se passer, de ce que l'on va créer, bien évidemment. On va bien refermer le couvercle. Donc, moi j'ai des petits crochets, c'est pratique. Si vous n'en avez pas, vous mettez un poids dessus. Ok.
Et après, on peut continuer avec l'intention, si vous le souhaitez, si ça vous parle. Et même dans la journée, quand vous repassez vers votre récipient, si vous avez envie de remettre votre intention, c'est toujours bien. Voilà. On vérifie que tout trempe bien. Donc tout trempe bien, c'est bon. Et là, donc, on va faire un bain comme ça pendant 24 heures. Voilà. Ouais. Je crois que c'est pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire. Si Adil ou Jean-Jacques ont des choses à rajouter ou si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question là, parce qu'en fait, par exemple, quand tu as la plaque là, il est sur ton grillage, et quand tu vas la sortir, tu vas voir les quadrillages des grillages. Non, quand je vais la sortir, normalement, vu qu'elle est complètement dans le bain de soude, elle va être encore couleur cuivre. Couleur cuivre? Ouais, parce que là, elle est dans le bain de soude. Elle est carrément elle trempe entièrement dans le bain. D'accord. Parce que moi quand même, je me souviens quand j'en avais fait, c'était quadrillé du fond, quoi. Et après, Il y avait une différence, si tu veux. Il était pas noir, mais il y avait une différence. Donc je me suis demandé si on ne suspendait pas un petit chouïa là, tu vois, même. Non, là, il faut qu'elle trempe. Il faut qu'elle trempe pendant. Alors, si j'ai des plaques, parce que j'ai toujours des plaques de nano d'avance. Tu vois, celle-ci, elle a été faite de la même façon. Et en fait, il n'y a pas de quadrillage. Hein. Il n'y a même pas de différence. Bon, voilà, c'était juste ça. Parfait. Et après, de toute façon, jusqu'à ce que cette différence-là passe, si toutefois il y en a, tu continues les bains de vapeur, tu peux en refaire un autre, tu peux en refaire plusieurs. Hein. Ouais, mais ça, c'est évident qu'il faut en faire plusieurs. Quoi. Moi, j'en fais plusieurs. Ce que j'aime bien aussi, c'est maintenir au chaud. Donc, s'il y a du soleil, quand c'est dans le bain de vapeur, après, on peut mettre près d'une source de chaleur ou bien au soleil. J'aime bien mettre au soleil. En faites attention où vous le mettez, hein, que ça ne tombe pas sur quelqu'un. Bien évidemment, c'est de la soude. Hein, c'est ce qu'il y a dedans, c'est corrosif, hein, c'est caustique. C'est de la caustique. Voilà, donc bien faire attention à ça. D'autres questions? Oui, on ne peut pas d'un autre côté plusieurs plaques à la fois. Ah si, complètement. Ça dépend de la taille de ta boîte. Il faut que ça se chevauche pas trop, quoi, on va dire. Oui, qu'elle ne se touche pas. Voilà, parce que comme dit Lily, quand c'est dans mais si tu les mets les unes sur les autres, tu vas avoir un côté, tu vois, qui va être vraiment collé à la plaque. Là, c'est du grillage, il est très fin, il est à carreaux, donc. Mais par exemple, tu pourrais les suspendre et remplir de soude. Oui, comme ça, tu rentreras en plaque dedans, quoi. Hein. Pourquoi pas, mais là, ça ferait ça. Oui, pourquoi pas. Voilà. Mais, si tu fais ça, tu peux pas remplir de soude. Parce que je sais pas si tu as fait attention tout à l'heure, mais quand j'ai versé l'eau sur la soude. Oui, mais avec tes petits crochets. Avec tes petits crochets, tu calcules pour que ça soit un peu plus bas. Et... Bien plus bas. Moi, je dirais qu'il ne faut pas remplir la boîte plus de la moitié d'eau. Parce qu'avec la soude, ça va faire une grosse réaction. Surtout que tu vas mettre 50 grammes à chaque fois, que tu vas mettre 1 litre, tu vois. Donc, ça va faire une grosse réaction. Donc, dépassez pas la moitié de la boîte. Je n'ai pas fait l'expérience, mais moi, je ne la dépasserai pas. D'accord. Donc, il faut prendre une boîte beaucoup plus grande. Beaucoup plus haute, surtout. Ça risque de plus haute. Voilà, et comme ça, on pourrait mettre des plaques. Bien sûr. Voilà. Sûr. Mais là, le premier bain, c'est surtout. Ça commence à le travailler, mais ça le nettoie aussi, quoi. Il trempe vraiment dedans. Ah, ça, c'est évident que ça les nettoie, oui. Alors moi j'ai testé avec 250 grammes de soude et oui la réaction elle est vachement impressionnante. Ouais. Bonsoir, c'est Catherine. On pourrait faire des étagères en grillage, des étagères un peu plus hautes. Oui. À la moitié de la boîte. Très bonne idée, Catherine, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'après, quand tu les suspends, tu peux en mettre 6 ou 4 suivant ta boîte. Et effectivement, quand tu les mets à la place, c'est un peu plus délicat. Mais si tu faisais des... Oui, tu espaces ton grillage d'un demi-centimètre, c'est bon, quoi. Les plaques ne se touchent pas. Oui, effectivement, c'est bien, bonne idée. Merci.
Oui, mais il faut qu'elle soit complètement immergée. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Le premier bain, c'est immersion totale dans la caustique. Dans l'eau bouillante, H2O, plus NaOH. Personnellement, j'ai du cuivre donc relativement propre, pur, mais que j'ai acheté en plaque. Donc je suis obligé de découper. Et de ce fait, il n'est pas en sous plastique tel qu'on a pu le voir là. Donc on parlait par un moment de dégraisser, d'un dégraissage avec du sel et du vinaigre avant la soude caustique. Oui. Oui, c'est Fred qui emploie bien cette méthode, mais je ne pense pas qu'elle soit là pour nettoyer le cuivre. Si, je suis là. Ben voilà, c'est parfait. Donc tu vas leur expliquer. Merci Fred. Je t'en prie. En fait, il se peut qu'en touchant votre cuivre, par exemple, vous laissez du sébum dessus. C'est un corps gras qu'on a qui protège notre peau. Ou il se peut que vous ayez des vieilles plaques qui sont un petit peu oxydées. Et à ce moment-là, effectivement, il faut nettoyer le cuivre parce que la soude, elle ne prend pas forcément bien sur les endroits qui pourraient être oxydés déjà ou sur lesquels il pourrait y avoir du gras. Alors, pour nettoyer, moi j'ai un bac et je laisse dedans du vinaigre avec du gros sel. Et puis, quand j'ai besoin de nettoyer quelque chose qui est en cuivre, je le mets dans ce bac avec le couvercle, parce que le vinaigre, ça sent pas bon. Et puis, je laisse tremper une vingtaine de minutes dedans. Je rince après et j'utilise tout de suite les plaques ou alors il faut les faire sécher bien soigneusement et puis les plier dans un torchon parce que le cuivre va s'oxyder très facilement s'il reste mouillé et que vous ne l'utilisez pas tout de suite. Donc, le mieux, c'est de faire tremper 20 minutes et de réutiliser immédiatement pour faire votre nanocoating. Voilà. Et vous n'avez rien à faire, du coup, il n'y a même pas besoin de frotter, vous allez voir, ça se nettoie tout seul. C'est la méthode des feignants. Les proportions, sel, vinaigre. Alors moi, je mets au pif, vraiment, c'est... j'ai pas de proportion, c'est vraiment au pif, tu mets du vinaigre et puis tu rajoutes une poignée de sel et ça fait très bien l'affaire. Sois généreux. Il faut faire tremper en fait vos plaques. Alors moi j'ai un bac qui est plutôt, tu vois, pas très épais, il fait que 5 cm d'épaisseur. Et par contre, il est assez long pour pouvoir mettre plusieurs plaques, plusieurs objets les uns à côté des autres et puis mettre juste 3 cm de vinaigre au fond de mon bac et du sel. Voilà. Bon, et bien je pense que c'est tout. Je redonne la parole à Corinne. Merci Frédéric. Ouais, tu disais que tu faisais à la louche, effectivement. Moi, c'est la première fois que je pèse la soude. Normalement, je mets le fond de ma boîte. Voilà. C'était juste comme ça, j'ai envie de vous le dire. Là, je l'ai pesé pour vous montrer la façon qui a été donnée, en fait. Mais sinon, et puis vous donner à peu près une idée de ce qu'il faut. Mais moi, je recouvre le fond de ma boîte. Il y en a qui ont fait en même temps, là, ou pas? Et moi, perso, non. Ok. Non, c'était pour voir, parce que c'était rigolo de faire en même temps aussi par rapport à la connexion, quand on fait, pas la connexion Internet, la connexion entre les matériaux. Voilà. Pour information, parce que moi j'ai préparé un panier avec un certain nombre de plaques dedans, et justement, la réflexion d'Adine est très intéressante. Le fait de trop mettre trop de soude caustique peut amener une réaction trop importante par rapport au récipient. Donc j'ai préparé des petits paniers de manière à mettre à la fois des bobines ou à la fois des plaques. Bon, je ne peux pas les montrer là ce soir parce que je viens de rentrer et je ne les ai pas à portée de main, mais je pourrais les montrer par la suite, c'est pas un problème. Bon, c'est prêt depuis quelques temps et justement, j'attendais ce cours pour pouvoir lancer l'opération
que je lancerai demain, ou enfin que je vais lancer prochainement. Mais bon, comme j'ai au moins 6 plaques, 6 bobines, etc., ça fait du volume. Et bon, j'attends un petit peu l'évolution parce que derrière, je maintiens au chaud dans une enceinte de four que j'ai mis debout et je viens planter ma boîte dedans. Donc voilà, tout ça c'est pratiquement prêt, mais on en reparlera par la suite. Ok. Moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai pris une bouteille de coca que j'ai cloisonnée avec des fils de cuivre que j'ai bouché avec un pistolet à colle. Je mets ma caustique et mon eau bouillante et mes cuivres dans la bouteille de coca pour le premier bain. Je visse. Donc, il y a le premier bain qui se fait, tous mes objets trempent dedans. Et pour la vapeur, après, je retournais de l'autre côté et en fait, je laissais en permanence sur un radiateur, enfin, sur une source de chaleur ou au soleil s'il fait très chaud. C'est la meilleure manière. Bah, voilà. Moi, j'aime beaucoup que ça reste longtemps. En général, tous les objets nano-cotés, ils ont, même les plaques, elles ont plus d'1 an, là, ça c'est sûr. L'important, c'est le bouchon de la bouteille de coca qui est important. Aussi. C'est Le pas boulot. aussi, c'est le boulot. Alors, on n'a pas l'explication physique de Monsieur Kesch. Toujours est-il que le bouchon a une structure carbone assez particulière par rapport aux autres bouchons de bouteilles d'eau d'Evian, par exemple. Donc, c'est pour ça que la bouteille de coca avec son bouchon est le meilleur, la meilleure enceinte pour nano-coté. Alors après, il avait été dit aussi qu'on pouvait découper des morceaux donc du goulot ou du bouchon de la bouteille de coca et de mettre dans le. On pourrait le mettre dans Tout à la fait. bouteille. Tout On à peut fait. faire ça comme ça. Je voudrais faire excusez-moi, j'ai peur d'oublier. Lorsque vous choisissez vos bacs en PVC, soyez attentifs à la constitution de vos bacs, parce qu'il y a des bacs qui sont en cellulose et qui ne sont pas en PVC. Donc vérifiez bien que vous avez bien un bac en cellulose, un bac pardon en PVC est rigide. Parce que sinon, effectivement, la réaction thermique peut endommager et percer certains bacs de PVC. Voilà. Alors, personnellement, j'ai pris des seaux de peinture, des seaux qu'on trouve en grande distrib. Non, non, en PVC. Et dessus. Des seaux en PVC? Ça peut percer, t'as dit. PVC, Jean-Jacques. Je ne sais pas. Bon, le couvercle, je le fais avec une plaque translucide. D'accord. Je vais me poser dessus. Mais bon, je l'ai fait une fois et ça s'est bien passé. Mais c'est les pots de peinture en PVC? Bah, je pense, oui. C'est ce qu'on trouve traditionnellement pour peindre les murs. Hein. D'accord. Non, parce qu'il y a des pots de peinture en métal. C'est pour ça que je pose la question. Non. D'accord. On est bien en PVC. Non, voilà, tout ce qui est en PVC ou en polycarbonate, pas de problème. Les pots de peinture, c'est du polycarbonate. D'autres questions, d'autres choses à rajouter, d'autres envies de partage? Oui, Corinne, moi j'ai un arbre à nanocoating. Ah, super. Oui, dans mon jardin, en fait, je suspends dans des sacs plastiques bobines, c'est surtout des bobines en fait que j'ai nanocoté avec la soude caustique, mais fait aussi dans des bouchons comme expliquait Jean-Jacques, en fait, soude à froid, hein, et je laisse une bonne semaine comme ça à suspendre dans mon arbre. Donc j'ai un arbre avec plein de sacs plastiques et puis je vais voir de temps en temps et puis quand j'estime que c'est prêt, donc je les retire et c'est bien noir, hein, c'est impeccable. Ok, merci. Après, attention au plastique qu'on utilise aussi, peut-être. Oui, là c'est des plastiques de congélation, mais ça ne grille pas. Pour l'instant, ça tient bien. En fait. Et le liquide devient bleu. Et au soleil et donc avec la chaleur, donc ça c'est bien étanche
Et ça nanocote bien, apparemment. Par expérience, quand le liquide devient bleu, enfin moi j'ai des, ouais, ça devient bleu, c'est bien nanocoté, quoi. Ok, merci. Même j'ai gardé tous les bleus, je les ai gardés en fait. Parce que des fois j'en rajoute un peu quand je refais du nanocoating, je peux rajouter un peu de la valeur de mon vernis. Ça accumule comme ça un peu, tu vois. Comme une mémoire en fait. Oui, effectivement. Ça c'est personnel, hein, ça c'est personnel, mais moi je fais ça. Ah non, mais il faut conserver le liquide de votre soude, il faut le conserver dans un conteneur spécial. N'oubliez pas de l'identifier comme quoi il y a de la soude caustique. Et vous pouvez effectivement parfaire ou remettre une couche de nano avec une pulvérisation, par exemple. Donc, c'est bien de conserver votre liquide de bain de trempage, par exemple. Après, moi j'ai eu aussi Jean-Jacques, je sais pas ce que tu en penses, si c'est valable, j'ai eu laissé s'évaporer l'eau et reconserver la soude qui était revenue en. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce que j'ai. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, ce qui fait que ça évite de la jeter, hein, quand on en a trop de soude liquide. Non, non, ça peut. On récupère la soude. Vous récupérez votre soude et vous faites un anneau à froid pour rectifier des bobines endommagées, par exemple. À froid, ou tu pourrais sûrement refaire à chaud, non, une fois qu'elle a recristallisé, non? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Je dis, moi, elle recristallise une fois que l'eau s'évapore, si tu veux. Donc, Ah oui, non, il faut la conserver, il faut la conserver liquide. Moi, j'en ai conservé en cristaux. La Et question, je ne pense pas que tu puisses t'en servir une fois qu'il est arrivé en cristaux. J'avais demandé à mon frère qui est pharmacien, il m'avait dit qu'il ne savait pas les mêmes propriétés après. Non, oui, il faut la conserver liquide. Hein. Ouais, mais j'en ai qui est elle s'est faite toute seule en fait, parce que le bac est resté tellement longtemps que ça avait fini par sécher tranquille. Et je voulais faire l'expérience, mettre de l'eau dessus, voir si j'avais encore la réaction ou pas. Je ne l'ai pas faite, mais. Alors, je ne sais pas si il y a une idée qui vient, puisqu'en parlant de sécher la soude, je ne sais pas si tu as mis le doigt dessus. Lorsque vous versez l'eau sur la NaOH, vous avez une réaction thermique, donc c'est dangereux. C'est très bouillant. Par contre, si vous versez la soude sur l'eau, il n'y a aucune réaction thermique. Donc, ne confondez pas les deux procédés. Hein. Donc, vous versez l'eau sur la soude caustique pour obtenir la réaction thermique. Voilà, c'était une parenthèse. Parce que le thermique favorise le dégraissage. Tout à fait. Tout à fait. Quand on fait les savons, moi je fais des savons, après aussi on fait, je pense, c'est bien l'eau qu'on verse sur la soude, pareil. Il faut attendre un bon moment pour qu'elle redescende à 40 degrés, 45. En fin de compte, c'est une préparation de surface avant nanocotage. Oui, puisque le nanocotage se fait par la vaporisation, hein, et non pas par le trempage. Ok. Quand je pense que quand il s'agit de trempage, la vapeur n'intervient pas dedans. Tout à fait. Moi, je vais faire un essai, c'est comme tu disais, faire l'inverse, c'est-à-dire mettre la soude caustique dans l'eau. Non. Faire un trempage. Non. Non, attendez, je recommence. Il y a deux procédés chimiques qui sont bien connus, même avant Kesch. Lorsque vous versez l'eau sur la NaOH, vous avez une réaction thermique violente. Par contre, si vous mettez la soude sur l'eau, il n'y a pas de réaction thermique. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Hein. Donc, le procédé pour le nanocoating consiste à verser l'eau bouillante sur la NaOH, même pour le trempage. Hein. Et non pas l'inverse. Oui, d'accord. D'accord, hein. Ok. Moi, j'avais cru que tu disais le contraire. Non, mais c'est quelque chose que j'ai essayé. J'ai fait du trompage et je l'ai laissé dedans. Je l'ai laissé 15 jours, 3 semaines et il est ressorti noir parce qu'au début, là, quand on va le ressortir, il n'aura pas changé de couleur. Il sera toujours cuivre.
Et après, c'est à la vapeur ou en le laissant en dehors du bain oui. qui va noircir. Tout à fait. Je l'ai laissé immerger totalement et il a bien noirci. Enfin, voilà quoi. C'est qu'on fait. Après, on disait tout à l'heure que là, c'est le bain, donc c'est pas le nanocotage, mais c'est quand même la préparation au nanocotage. On ne peut pas. Enfin, je pense que cette étape est importante. On a vu tout à l'heure, pour changer les états de la matière, on passait soit par la pression, soit par la température. Et là, on le soumet quand même à une température, le cuivre, qui est importante. Et je pense que ce passage-là, mis à part le nettoyage du cuivre, est une période aussi importante pour la préparation du matériau à subir son nanocoating après. Après, on peut les pendre aussi sur un séchoir, les sachets, quand on veut nanocoter. On les met dehors au soleil et on les pend sur un séchoir à linge. Oui, c'est ce que a dit je ne sais plus qui, là, qui avait fait un arbre. C'est sur un arbre. Voilà. Ah, ok. Merci Catherine. Moi, j'ai un grand sapin, je ne peux pas aller le pendre dessus. Et puis à la maison, j'ai mis mon bac, moi, sur un chauffe-plat. Puis pour pas qu'il touche directement le chauffe-plat, pour pas que ça fonde, j'avais peur, j'ai mis 2 cales en bois de chaque côté du chauffe-plat et j'ai posé mon bac. Et ça donne de la chaleur dans le bac. Ouais, c'est bien. Après, tu peux mettre, au lieu du bois, tu peux mettre quelque chose de conducteur, comme des petites briques ou des petits carreaux, tu vois, en terre. Quelque chose de stable quand même qui ne bascule pas. Mais comme ça, la terre va véhiculer la chaleur aussi, plus que le bois. Oui, mais j'avais peur que le bac il prenne trop le chaud et qu'il fonde. Donc, il était un peu au-dessus du chauffe-plat. J'avais mis des cales un peu plus hautes. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, sur le fourneau, elle mettait toujours 2 grosses briques et elle pouvait poser des choses dessus, ça ne bougeait pas, quoi. Tu vois, donc il y a quand même une... Ça ne monte pas non plus en température. Enfin, ça peut être une possibilité. Pour faire des bouillottes aussi. Ma grand-mère aussi faisait ça. Tu vois, donc sur la brique, on arrivait à poser quelque chose sans que ça fonde, quoi. Puisqu'elle mettait ses chaussures, elle s'est pantoufle souvent, donc ça sentait un peu, mais ça ne brûlait pas. Et au-dessus de ma boîte, moi, ce que j'ai fait un trou. J'ai fait le trou pour un entonnoir. Et après, je remets un bouchon en liège. C'est plus facile à verser et la boîte, elle est déjà fermée. Super. Ah, ça, c'est une bonne idée, tiens. Très bonne idée. Ouais. Je sais plus qu'est-ce qui fait ça. J'avais vu déjà sur des... C'est pas la fondation, hein, c'était sur des vidéos. C'est un monsieur qui faisait plein de suspensions sur son couvercle d'ailleurs. Il faisait plein de crochets sur son couvercle. Et il accrochait ses objets nanocotés sur les crochets du couvercle et après il mettait son couvercle et en fait ils étaient en suspension, ces objets nanocotés. Donc il mettait son couvercle, il descendait son couvercle, ces objets étaient en suspension et ensuite il versait par l'entonnoir le liquide, l'eau chaude, bouillante même. Après, il y a plein d'idées à vous d'avoir l'imagination. Et si ça marche bien, de la partager, c'est bien. Il y a autre chose à dire derrière ou bien... Je crois pas, je vais voir le calendrier. Il y avait Marc Lebon qui avait fait un truc pour nanocoter avec un adaptateur de téléphone là. Il avait fait tout un circuit en cuivre autour dans sa boîte au fond.
Puis ça faisait comme des petites bulles, ça tenait l'eau chaude. Et ces trucs qui venaient tout noirs. Ok, une résistance, j'imagine. Oui. Fabriquer une résistance. Ouais, c'est une bonne idée. Un peu comme la bouilloire électrique, hein, c'est voilà, mais plusieurs degrés, tu peux avoir une résistance. Un peu comme le rice cooker. Alors il y a des rice cookers en. Alors, En métal, ça va pas, mais il y a des rice cookers, enfin déjà un truc. Mais bon, tu vas véhiculer de l'électricité si tu branches, tu vas avoir un courant électrique dessous. Donc, ça, oui, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est le choc thermique. C'est pas de faire monter la température pendant des heures et des heures. C'est le choc thermique qui est important. je pense qu'elle parle du hammam là, non? C'est pas ça, Catherine? Non, mais lui, il mettait déjà la soude. Mais il avait traficoté, je sais plus quoi. Il faudrait regarder sur son site. Oui, non, mais Dans le fond de son bac, il a fait tout le tour du bac avec un fil de cuivre qu'il avait rattaché sur un adaptateur de téléphone, là, une prise électrique. Oui. Ça faisait des petites bulles après. Et ça venait noir, mais noir, comme je sais pas quoi, son cuivre. Mais ce qui est un petit peu gênant, enfin moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il crée une résistance. Donc, il y a le courant électrique qui circule, en fait, dans ton fil que tu mets autour, et ça crée des champs. Ça crée des champs électriques, magnétiques, et ça fait autre chose, en fait, tu vois. Et la Alors, deuxième. si tu mets sur une source, excuse-moi, Jean-Jacques. Oui, vas-y, excuse-moi. Si tu mets sur une source comme un radiateur, par exemple, à eau, il n'y a que de l'eau qui circule. Bon, tu as l'information de l'eau, certes, mais tu n'as pas d'information électromagnétique. Ou si tu mets au soleil, voilà, à savoir que si tu mets ça autour, tu auras une information électromagnétique forcément qui va être lancée dans ta boîte. Oui, l'hiver, moi, je mets sur le radiateur. Quand je fais ça l'hiver, je mets sur le radiateur. Ça vient bien noir aussi. Jean-Jacques, tu voulais dire quelque chose, pardon? Oui. Je voudrais remettre l'accent sur le fait que quand vous versez l'eau chaude, le but, c'est de créer un choc thermique violent dans un laps de temps très court. C'est le choc thermique qui donne la première phase de nano-coating. Oui, c'est la première phase, mais après, je pense que est-ce que le fait de tenir à température par vaporisation dans le bac, donc là, c'est après le bain, l'étape suivante. Non. En 24 heures, là, vous avez obtenu la première phase, le premier processus de nano-coating. Choc thermique violent, 24 heures après, c'est suffisant. Et ensuite, la vaporisation, alors là, effectivement, vous pouvez maintenir une température soit au soleil, dans un arbre ou suspendu au soleil, ou sur un radiateur, pour maintenir une température adéquate pour favoriser la vaporisation et faire durer la vaporisation. Là, oui. Mais dans le premier temps, c'est pas nécessaire. Mais par contre, quand on est suspendu dans un sac plastique, il faut éviter que le sac plastique soit en contact permanent avec la plaque. Pas nécessairement. C'est juste, moi je fais toujours une pointe. Quand je fais ça, j'essaye que mon sac en plastique, ça aille dans une pointe, ce machin, qui puisse s'évaporer, mais qui ne touche pas la plaque. Donc le sac plastique ne touche pas la plaque et le nano, enfin le produit est dans le fond, ne touche pas la plaque non plus. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand je mets sur le radiateur, je le mets à plat, j'essaye de faire une pointe qui descend du sachet, la soude, elle va dans la pointe et ça touche pas ma plaque. Et ça marche très bien. Et de temps en temps, je vais pour retourner, pour remouiller, pour que la plaque se remouille, et ça continue. Et ils viennent très, très noirs. Ah ouais, je fais pratiquement la même chose, sauf que c'est pas un sac, mais ça revient au même. Et j'ai des très bons résultats aussi. Alors Corinne, il y a rien après. Il n'y a rien de prévu après l'atelier. Voilà, donc ça peut continuer sur des questions-réponses, sur des partages, ou sinon... Oui, ça peut continuer.
Mais est-ce qu'on peut nanocoter au feu et après à la soude? Moi, j'ai essayé sur un truc, ça est venu très très noir. En fait, quand tu le fais au feu, le revêtement, il est assez fragile. Quand tu as créé ton anneau, il est assez fragile. Et donc, quand tu vas faire le deuxième après à la soude par-dessus, il va être le revêtement de la soude est plus fort. Et le problème, c'est que vu qu'il y a l'autre en dessous, du coup, ça fragilise. Donc, le mieux, c'est de le faire directement à la soude caustique. Il y a peut-être un autre petit détail aussi. On a vu tout à l'heure sur l'explication. Quand le nanocotage se fait, c'est vraiment l'absorption de tous les champs qui donnent cette couleur noire. Et quand on fait au feu, plutôt que ce soit par l'absorption des champs, des fois on peut recouvrir d'une couche de brûlé, quoi, vous voyez. C'est de la suie, oui. De suie. Et on a du mal à savoir si c'est le nanocotage ou si c'est la suie. C'est un petit peu plus difficile peut-être. Bon, c'est une méthode qui est réservée, on l'avait vu dans l'UPS, hein, c'est une méthode qui est réservée quand vraiment on est pressé, qu'on n'a pas le temps, qu'on va aller très vite. Alors Mais après, ça va bien encore pour faire des bobines, pour faire de l'électricité directement, mais pour faire la préparation des gants, c'est pas conseillé. ouais, parce qu'après le cuivre il va tremper quoi, dans la solution salée et ça va se décoller beaucoup plus facilement. Très difficile, hein. Moi j'ai fait un magrave comme ça aussi au chalumeau et c'est vrai que Et en faut plus, pas le rater. oui, et en plus le nano au feu pour les plaques, c'est pas conseillé. Il faut vraiment un très bon tour de main pour faire le nano au feu sur des plaques. Pour les bobines, oui, mais pas pour les plaques. Ou alors, faut être un bon bricoleur, faut avoir un bon coup de main, faut bien observer la température de la plaque, faut promener son chalumeau de façon très homogène. C'est vraiment réservé, je vous dis, c'est quand vous êtes pressé, vous voulez faire une expérience rapide, mais pas pour les ganses, hein. En fait, il ne faut pas que le cuivre devienne rouge et ça passe très vite du bleu au rouge, quoi. Tout à fait. Oui. Sur les bobines, s'il y a une bobine à l'intérieur, on ne sait pas si elle va pas rougir. Si... Et une fois que ça rougit, c'est raté. Bah, pour les bobines, c'est très facile, hein. Le tour de main, on peut pas confondre le rouge et la couleur or. Il faut le faire de façon très lente. C'est pas la peine de faire des allers-retours dans tous les sens. Ça c'est un signe de précipitation mentale, ça. Il faut prendre son temps, laisser descendre la flamme, et puis dès que c'est couleur or, on continue, mais il faut être patient. On attend la couleur or et on continue. Voilà. C'est ça. Soyez patient, voilà. Mais ce qui pose problème, c'est pour la bobine de dessous, tu vois. Parce que souvent, tu nanocotes tes bobines les deux en même temps, celle de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est difficile de voir où ça en est, quoi, pour celle de l'intérieur. La bobine à nanocoter doit-elle être horaire ou anti-horaire? Quand il n'y a qu'une seule bobine, Oui. vous la nanocotez de haut en bas, vous la mettez en Oui, suspens. mais je la fais dans quel sens je fais la bobine au départ. Je vais dans le sens horaire ou anti-horaire? Tu parles d'une bobine pour faire un magrave? Une bobine pour faire du ganse. Une bobine simple. Oui, 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 oui. bah, tu laisses ta bobine verticale en ligne droite, tu la suspends et tu nanocotes de haut en bas. Mais au départ, tu la roules dans quel sens? Voilà. Ah, horaire ou anti-horaire, ça n'a pas C'est d'importance. pas important. Non, non. Merci. À la limite, tu n'es même pas obligé de faire une bobine, hein. Tu fais une boule de fil de cuivre, ça suffit, hein. La boule de fil de cuivre ou la bobine est importante quand on Alors, oui, oui. Le fait d'avoir une bobine, ça permet d'avoir un champ supplémentaire avec la bobine, si on veut être puriste. D'accord. Hein, mais que vous tourniez la bobine dans un sens ou dans l'autre pour faire pour une préparation de nano pour du ganse, par exemple, ça n'a aucune importance.
En fait, une bobine aussi, ça va être régulier et ça va permettre aux particules de bien se décrocher et de ne pas s'agglomérer dans une boule. Par exemple, si vous avez fait une boule que tous les fils se touchent, vous allez augmenter votre potentiel en fait de surface de cuivre. En bobine ou en tige toute droite, quoi. Enfin, c'est une façon. Moi, j'aime bien, mais bon, après, voilà. Donc là, on était sur le nano. Hein. Mais après, bon, je pense je sais pas si Corinne, tu feras un autre cours sur la façon de faire les ganses. Là, c'était sur la façon de nanocoter le matériau en tant que tel. Après, on verra dans les ganses qu'il y a différentes façons de faire les bobines, avec bobine ou sans bobine, avec des plaques, mettre des bobines à l'intérieur du bac ou à l'extérieur du bac. Voilà, mais simplement en tant que tel, une bobine, vous la roulez dans n'importe quel sens. Vous séparez bien les spires, bien sûr, pour que le nano pénètre bien sur toute votre bobine. Et puis vous la nanocotez au feu de haut en bas. Surtout quand vous faites au feu, je ne sais pas si on a abordé ça aujourd'hui, vous n'oubliez pas de bien laisser refroidir complètement le matériau avant de repasser au feu. C'est pour ça qu'il y a des échecs quand vous nanocotez au feu. Parce que vous ne devez pas suffisamment attendre le refroidissement du cuivre. Donc ça veut dire que vous allez passer, au lieu d'avoir la couleur or, vous allez avoir la couleur rouge. Ou alors vous trempez votre bobine dans l'eau froide. Voilà, mais aujourd'hui, bon, c'est hors sujet puisqu'on était avec le nano à la soude. Oui, on pourrait présenter le nano au feu, mais c'est vraiment pour dépanner. Hein. Je crois qu'à la fondation, le meilleur nano, c'est dans l'acoustique et c'est avec le plus de temps que l'on peut. Hein. C'est de la patience. Voilà, tout à fait. Oui, oui, absolument. Et le choc thermique, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est intéressant de bien le dire. C'est plus qu'intéressant, c'est absolument nécessaire. Hein. Oui, mais je veux dire de le souligner. Oui. Il suffit de le qualifier forcément, mais de le souligner, de dire pourquoi, c'est bien, merci. Oui, d'accord. Bon, maintenant, on a l'expérience. Hein, maintenant, depuis 2015, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille là-dessus. Maintenant, le procédé est bien établi, donc c'est pas la peine d'aller réinventer la poudre. Bien sûr que chacun peut avoir son petit truc, mais voilà, le nano à la soude, maintenant, ça y est, c'est bien établi. On sait que c'est lui qui donne un nano le plus fin possible, avec des filaments très fins par rapport au feu. Voilà, donc de la patience. Et puis suivez le protocole qu'on vient de vous donner aujourd'hui. Il y a une question dans le chat. Peut-on renanocoater des vieilles plaques encore vertes? Non. Non, il faut les nettoyer avant. Au vinaigre et sel, comme a dit Frédéric tout à l'heure. Si elles sont vertes, elles ont été oxydées. On appelle le vert de gris en fait. Hein. Donc, Ouais, tu as bien vu tout à l'heure, Catherine, sur l'explication qui était un peu hachée, je suis désolée sur la vidéo, hein, mais c'est vraiment une organisation totale qui se fait, quoi, de la structure nano. Et donc, il faut partir de quelque chose d'une base propre, quoi. oui. C'est vraiment toute une organisation, hein, votre structure nano qui est dessus. C'est pour ça que le séchage va être très important pour la stabiliser et le petit passage de courant aussi pour repolariser, pour bien organiser, pour bien donner une direction. Et c'est vraiment une surface en 3 dimensions. Si vous mettez le doigt dessus, vous écrasez, quoi. Enfin, vous modifiez quelque chose.
Ça s'organise tout seul. Vous avez vu, c'est pas tout à fait les mêmes espaces entre chaque. Ça crée des différences de potentiel. C'est ce qui crée toute cette complexité, en fait. On pourrait dire qu'on crée comme un univers avec des atomes en suspension, comme les planètes. Hein. Ça se tient à distance, en respect les uns des autres. Et dès que tu en bouges un, tu fais tout bouger, forcément. On peut rajouter, là on était en train de parler du nano donc pour les plaques, pour créer les plasmas. Mais de la même façon, donc, quand vous créez un anneau pour un stylo, le plasma qui va arriver sur votre stylo, hein, le plasma de l'univers, l'énergie libre, si on peut appeler ça, hein, sur le stylo, ça peut être aussi sur le magra, bien sûr, hein, elle va être attirée par cette structure, justement, par cette structure entre chaque atome magnétique et gravitationnel. Vous avez vu, les champs s'interconnectent et c'est des réceptacles, en fait, des capteurs de champs extérieurs au nano de la plaque, hein, même. Ça va appeler d'autres plasmas à l'intérieur même de ces interactions entre les champs de la monostructure qui s'est formée sur votre plaque ou sur votre stylo. D'où l'importance aussi de l'intention. Hein. Si votre intention était telle intention, forcément, les champs vont attirer des plasmas qui seront dans la même énergie, en fait. Oui, si j'ai bien compris, il faut les laisser d'abord 24 heures totalement immergés et au bout de 24 heures, les placer dans la vapeur, donc les suspendre. C'est ça. Donc, au bout de 24 heures, demain, on va sortir nos plaques du liquide. On va vider le liquide. On peut en laisser un peu au fond, mais à peine. Hein. La boîte va être humide, ça va suffire. Hein. Il y aura la mémoire sera là. Et ensuite, on va rajouter un peu de caustique, un peu. On va suspendre donc nos plaques, nos bobines. Et là, on va verser l'eau bouillante de la même façon sur la soude. Et ça va créer de la vapeur, comme ça on a créé tout à l'heure. Mais là, les plaques seront en suspension et seront complètement hors du bain. Et elles vont être dans un bain de vapeur, comme un... D'accord, merci. Avec plaisir. Donc la boîte sera bien hermétique et c'est cette vapeur qui va continuer à créer le nanorevêtement. C'est dans cet environnement, hein. C'est une histoire d'environnement en fait. Hein. C'est pas que la vapeur, il faut avoir vapeur, hein. Parce que dans cette vapeur, c'est pareil. Il va y avoir des particules atomiques qui vont, elles, avoir des champs et c'est ces champs-là de la caustique qui vont permettre aux atomes en fait, de la plaque de passer, tu vois. D'accord. Attirer, c'est d'être mise en place, en fait. Et ensuite, il faut 1 mois, 2 mois?
Ensuite, après, il va y avoir donc, on peut faire 2 bains de vapeur si on veut. On peut laisser un petit peu sur une source, près d'une source de chaleur ou au soleil si c'est en plein été, c'est génial, hein. Moi, soit sur le radiateur, soit comme tout le monde fait, Adil fait pareil, enfin, tout le monde fait ça, hein. Parce que la vapeur continue en fait, ces émanations de vapeur, c'est pas que la vapeur, ces champs continus dans cette sublimation en fait, du liquide de la caustique. En fait, il reste à l'état pas de liquide, mais à un autre état que l'état liquide. Et donc tes plaques vont continuer comme ça à se nanocoter. Donc tu peux faire un autre bain. Et après, c'est le séchage qui va être très important. Là, c'est au moins 4-5 jours. Mais plus tu les laisses, moi, des fois, j'ai des nanocotages qui peuvent rester un mois. J'en ai qui ont plus d'1 an, hein, qui sont dans les bouteilles de coca qui sont encore là, qui sont en train de sécher progressivement, où l'eau s'évapore même toute seule quoi, au fil du temps, tu vois, et ils sèchent tranquillement. Donc il y aura ce séchage, cette phase de séchage est très importante, il ne faut pas sécher d'un coup. Donc on conservera pour la phase de séchage un tout petit peu de liquide au fond. Et on va pas le couvert totalement, il va être légèrement décalé pour que ça sèche vraiment tranquillement. Et avant que ce soit sec, il y aura aussi la phase d'alignement avec le petit courant électrique, hein, qu'on va faire passer pour polariser, organiser un petit peu tout ça et stabiliser surtout. D'accord, merci. Avec plaisir. Peut-être là, je vais m'adresser à Adil ou à Jean-Jacques. Donc demain, il y a la phase vapeur. Après, il y a la phase début de séchage et polarisation. On l'explique ou on la place mercredi prochain ou en début de ta séance, Jean-Jacques, par exemple, je ne sais pas. Ça peut être avant 20h, quoi, tu vois. Je ne sais pas comment vous le voyez, puis comment les gens qui sont là et qui attendent l'explication aussi le voient. Si vous avez des idées, je vous écoute. Alors, je vais retourner voir le calendrier, voir ce qu'on fait la semaine prochaine. Et je Ok. Bon, c'est court, hein, l'explication, on va en faire. Ben là, j'en ai déjà fait pas mal ce soir, donc j'ai vu sur la petite vidéo. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, ou je peux le faire, le lien de la vidéo. En plus, je crois qu'elle est traduite en français. Oui, vous pouvez la regarder à nouveau. C'est intéressant cette vidéo, hein. Bien regarder. Alors, Après, c'est bon, j'ai le lien. Alors, je sais plus. Elle était traduite. Oui, vas-y. C'est Fred qui veut parler. C'est Fred. Oui, c'est moi qui l'ai sous-titrée. Elle est dans la chaîne YouTube francophone. Et ben, si elle est dans la chaîne, c'est parfait. Merci du sous-titrage, Fred. Il doit y avoir un PowerPoint aussi. Il y a un PowerPoint qui a été fait. Mais, Ah oui, et puis en plus, dans Basic 2, je crois, oui, c'est Basic 2, j'ai fait les rectificatifs parce qu'en fait, comme ça a changé depuis, il y avait eu 2-3 modifications, oui, notamment au sens pour la prise avec le voltmètre, pour l'utilisation du voltmètre et pour les cristaux de soude. J'ai rajouté dans le PowerPoint, en fait, les modifications qui ne sont pas sur la vidéo, puisque ça a un petit peu changé depuis. Donc, il faut aller récupérer Basic 2. Je ne parle pas de cette vidéo-là, je parle de celle que je vous ai passée en début de séance. Oui, bah c'est ça. Enfin, pour moi, c'est celle-là. On ne parle pas de... D'accord. On ne parle pas du
du courant là. On ne parle pas du voltmètre. C'est pas Armen que tu as passé? Non. Ah, d'accord. Autant pour moi. Je vais vous mettre le lien et elle est très intéressante de par l'explication qui est faite du nano-coating en fait. Comment ça se passe. Ouais, là, quand tu as parlé avec la matière, les particules qui se détachent de la plaque, c'est ça? Oui, complètement. Je Oui, vous la ben mets dans le. alors, alors, je ne sais pas si elle était traduite en vidéo, il me semble, mais il y a le PowerPoint qui était fait à partir de cette vidéo. Il est en français. Alors, je ne sais pas où il est, hein. Ok, mais sur la vidéo que je vais vous mettre, coller, ok. Et le sous-titrage a bien été fait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je ne sais plus qui l'a fait. Mais en tout cas, elle est sur la chaîne YouTube francophone. Moi, j'avais fait le PowerPoint. Je ne sais plus si c'était la vidéo. Je sais que le PowerPoint était sous-titré en français. Alors, est-ce que la vidéo a été refaite? Je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus, Frédéric. Mais simplement, vous pouvez lire effectivement le sous-titrage, ça peut être intéressant. Mais après, la visionner, la regarder, et regarder ce qui se passe et tout. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, pour ceux qui sont plus dans le visuel, Ah oui, le fait c'est de le voir intéressant de regarder ce qui se passe. oui, oui, de le voir en animation, c'est bien. C'est ça, voilà. Alors, pour les ateliers, donc il y a demain et on peut faire mercredi prochain, il y a témoignage. Donc, soit on peut passer au mercredi d'après, donc ça sera le mercredi 30. Ouais, ce sera le mercredi 30. Et le mercredi 30, il est vide, donc on pourrait continuer là. Et ça laisserait le temps pour que chaque personne puisse nanocoter son cuivre. Ok, c'est super. Il pourrait y avoir plusieurs bains, il pourrait y avoir. Voilà, c'est bien, Oui. super, ça me va. Ça va laisser 15 jours. C'est très bien. Ouais, s'il n'y a plus de questions ou plus de partage, je pense qu'on peut arrêter la séance maintenant. Bon. Bah ouais, on va pouvoir arrêter pour ce soir. J'espère que pour tout le monde, ça a été clair et que tout le monde va pouvoir commencer à préparer pour faire son revêtement, créer ses nanos. Donc, Ouais, c'est une merci. étape importante, hein. N'oubliez pas hein, d'avoir un bon départ, c'est bien. Hein. Oui, oui, c'est très important et pour les gants. Et une Pour les gants. compréhension aussi un petit peu de ce qui se passe. Je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est important. Donc, merci à toutes les personnes qui sont été là. Merci à Corinne pour cet atelier, c'était vraiment super. Merci Vivement Corinne, le prochain merci demain. Adil. Merci à vous tous. Merci d'être là. Merci à tous et à demain. Soirée. Ok, bonsoir.